Jean-Louis Tousignan, je suis président du conseil d'administration de l'ACETA, de l'Association provinciale pour les troubles d'apprentissage, et j'ai au-delà de plus de 30 ans dans le milieu scolaire, comme enseignant, orthopédagogue, directeur d'école, cadre dans les contextes des services éducatifs pour particulièrement la clientèle, les clientèles à besoins particuliers. Donc, j'ai travaillé en collaboration ou en accompagnement au niveau des services de la formation professionnelle, des jeunes décrocheurs, des milieux défavorisés, des classes ordinaires, des classes spécialisées, puis des parents. Donc, on va essayer de toucher plusieurs textes, plusieurs éléments. Il y a beaucoup de matériel. Vous allez voir qu'on saute par-dessus un certain nombre. Vous avez des éléments essentiels dans le document que vous avez par écrit. Et je saute déjà la partie de l'introduction parce qu'elle roule depuis tantôt. Ceux qui sont arrivés avant ont pu la voir. Je vais aller à l'autre, qui va nous permettre de rentrer plus directement. Vous avez une petite case, mais je veux juste dire, c'est que dans le contexte d'une présentation, la petite case verte qui est là, deux éléments qui sont à regarder. Là, il faut que je le mette en mode présentation quand même, là. À partir de la diapositive actuelle. Ce que je retiens d'important. Donc, tout au long de la présentation, à un moment donné, vous allez voir, il y a quelque chose qui va vous marquer. Prenez-le, mais vous n'avez pas le droit d'aller plus que 3. Parce que plus que 3, vous allez les oublier. C'est comme dans n'importe quelle classe, c'est n'importe quoi. Pas plus que 3 éléments essentiels que vous allez ramasser. Puis ce que je vais mettre en place, autrement dit, dans votre réflexion, à un moment donné, en disant ça, oui, ça, là, je suis déjà rendu presque là dans le contexte de ma pratique, je veux le mettre en place. Donc, amorcer. Prenez ça comme note. Le restant, vous pourrez y référer ou vous pourrez retrouver, dans le fond, d'autres écrits ou d'autres commentaires qui vont vous permettre de mieux connaître ou mieux saisir ce qu'il y en est. Mais c'est important, déjà, que je vous donne cette première clé d'entrée-là. Bon, les objectifs de la rencontre. Reconnaître et comprendre les besoins par rapport aux troubles d'apprentissage comme exemple, mais je vais parler des troubles du comportement aussi. Puis je ne ferai pas tout le tour de toutes les clientèles, parce qu'il y a d'autres clientèles émergentes aussi. Là, on va parler de l'autisme, on va parler d'autres types de clientèle. Mais là, on pourrait rentrer dans des ateliers un peu particuliers, un peu plus pointus. Donc, je vais me contenter, dans le fond, de 19%, bien 16% de l'ensemble des élèves qui rencontrent des difficultés sur 19%. C'est déjà pas pire. C'est déjà pas mal à l'intérieur de ça. Pourquoi intervenir? Donc, quand vous accompagnez des gens, il faut savoir pourquoi intervenir. Pour comprendre quelque chose, mais il faut savoir pourquoi je vais intervenir, savoir comment intervenir dans le contexte de la classe. Aussi, pas parce que vous allez le faire nécessairement, mais parce que si vous accompagnez quelqu'un, il faut savoir quelles sont les clés par lesquelles vous allez travailler au niveau de la réflexion. Il y a des gens qui veulent travailler d'une façon différente, bien, c'est une autre manière de voir l'ordre du jour. On va parler des besoins, connaître, comprendre, agir. Puis d'en connaître, c'est quoi les besoins, troubles d'apprentissage, troubles de comportement, comprendre le contexte, pourquoi, sur quoi travailler, puis agir, les pratiques, les services, puis le volet de la collaboration, c'est les éléments des systèmes pour entrer. Donc, prenez une porte d'entrée, celle qui vous convient, mais ça permet à ce moment-là de raccrocher les informations. On va rouler. L'intégration de dossier de plus haut en ville, bien, voyez juste la progression, 2002, 2010, particulièrement au secondaire. Excusez, je n'ai pas de statistiques que j'ai ramassées pour la formation professionnelle. Il y en a qui sont en formation professionnelle. Mais actuellement, les gens nous disent que c'est les clientèles émergentes à l'éducation des adultes, les formations professionnelles. Il y a des ateliers qu'on donne de façon plus spécifique là-dessus aussi, parce qu'il y a tout un niveau, dans le fond, de travail important à faire. Mais les éléments qui sont dans la présentation sont utiles également pour ce qu'il y en est. Donc, au global du Québec, on n'est pas loin de 18 quelques %. C'est quand même important. Et regardez voir par rapport au volet de l'importance d'agir. Si on veut avoir l'importance d'agir, pourquoi on a l'importance d'agir? Bon, oui, en 2006, là, après 7 ans, dans le fond, la qualification des élèves, 75% des élèves, les chiffres ont un peu changé, là, mais les proportions sont les mêmes. 75% des élèves, presque 76% des élèves ordinaires réussissaient. Là, il manque le petit schéma en dessous, là, mais c'est pas grave. Ici, c'est les élèves HDA, donc les élèves qui ont des besoins particuliers. De ces élèves-là, il y a 25% des élèves qui réussissent, comparativement à 75%. Donc déjà là, ça nous donne une clé d'entrée qu'il y en a 75% des élèves qui ont des besoins particuliers qui n'arrivent pas à l'intérieur du 7 ans d'avoir leurs données. Donc, si on va être capable de les faire réussir, c'est important de pouvoir agir ou savoir ce qu'il y en est. 25% pour les élèves en difficulté
d'apprentissage, 22% des élèves handicapés, 3,7% des élèves qui ont des difficultés de comportement. C'est catastrophique. Complètement. Donc, dans ce contexte-là, il est important de dire, j'ai une raison d'agir. Pourquoi? Une raison sociale. Le meilleur facteur de protection pour quelqu'un qui, pour vivre heureux, en santé, qui coûte moins cher à la société, puis qui vit plus longtemps, c'est d'avoir une éducation réussie. Si j'ai une éducation réussie, je sais que c'est un facteur de santé qui a été démontré, prouvé, blindé, attaché de n'importe quelle façon. Ben ici, j'ai 75% de mes jeunes qui rencontrent des éléments de difficulté pour lesquels ils vont être à risque de leur vie au complet dans le contexte de la société. Il me semble que là, de ce côté-là, ça veut juste dire qu'on a quelque chose à faire. Tu sais, des fois qu'on se dit, on accompagne quelqu'un dans la classe, puis on dit, oui, mais moi, je ne suis pas formé, puis c'est pas à moi, puis c'est d'autres qui devraient s'en occuper. On va démontrer qu'à un moment donné, c'est notre job aussi de s'en occuper, particulièrement de ces jeunes-là. Donc, voilà une clé quand même importante. Parce que si on dit, c'est pas à moi de m'en occuper, c'est que bien que j'ai beau te donner plein d'informations, ça ne te permettra pas d'agir. Hein? On peut le voir, les pratiques, tu vas essayer un petit truc, ça ne marchera pas, le jeune va te péter une crise, puis tu vas te dire, bien, il y a un spécialiste qui devrait venir s'en occuper. Ça ne veut pas dire que là, je ne milite pas en faveur qu'il n'y ait pas d'autres gens qui viennent s'en occuper. Mais je veux juste dire qu'il y a aussi une part sur laquelle 80% des interventions devraient réussir. Et 80% des interventions qui devraient réussir devraient se passer avec l'enseignant de la classe ordinaire. Il en reste juste 20%, pas 75%. Donc, pensons à ça un peu de ce côté-là. Un cadre de référence, sur quoi agir? J'essaie de vous donner un outil comme formateur aussi en même temps, là, ou accompagnateur. Des conditions, 4 grands blocs de conditions qui sont à pouvoir regarder. La préparation du personnel, une des conditions fondamentales dans le contexte de l'ensemble des recherches. La préparation du personnel, donc l'information, entre autres, sur les élèves. Les informations plus particulières sur les types de difficultés, comment ça se manifeste. Les besoins en formation, donc de pouvoir aider les gens à préciser leurs besoins plus pointus en termes de formation ou accompagnement. Puis accompagnement en situation. Hein. C'est pas juste dire fais-le, il faut que j'aille le faire avec toi, puis c'est le meilleur gage à un moment donné de réussite. On voit toutes les approches des conseillers pédagogiques actuellement qui sont beaucoup plus près de l'accompagnement, du modelage dans le contexte de la salle de classe. Là, on commence à avoir des effets différents et des éléments de réussite. Donc, si on n'accepte pas d'y aller jusque-là, où on n'ouvre pas la salle de classe, ben, on vient de s'enlever un levier puissant pour être capable d'agir ou d'intervenir. L'environnement de soutien, on parle encore d'accompagnement. L'encadrement, il y a des politiques globales qui sont au niveau de la commission scolaire, mais par contre, il y a beaucoup de modalités définies à l'école. Et la modalité définie à l'école, c'est la plus importante. Autrement dit, les jeunes qui sont à l'école appartiennent à l'école, à l'ensemble des intervenants de l'école. Ce n'est pas l'élève, Emma, ce n'est pas l'élève de la 3e année de ce prof-là. Puis Félix, ce n'est pas juste l'élève de tel autre prof, de telle autre classe. C'est les élèves de l'école. Il faut avoir une vision complète de l'école et de travailler en termes de stratégie école. Puis pour avoir été à la direction d'école, ça permet de travailler dans le volet de la collaboration, mettre en œuvre les outils qui nous permettent effectivement d'avoir un effet à long terme chez ces jeunes-là. Les adaptations pédagogiques, vous êtes probablement au fait d'un bon nombre d'éléments. J'apporterai peut-être juste quelques précisions autour, mais juste pour voir qu'actuellement, puis là je prends mon rôle de président de l'ACETA, il y a des règles, puis il y a des interprétations, puis il y a des interprétations qui font en sorte que quelque chose qui est interprété en disant c'est impossible dans un milieu, c'est erroné, mais c'est possible dans un autre milieu à travers le Québec. Fait que s'il y a des zones d'interprétation, puis il y a des balises qui sont là. Important quand j'accompagne quelqu'un, puis surtout un nouvel enseignant, c'est jusqu'où je peux aller, qu'est-ce qui est possible, comment c'est possible, y a-t-il une ligne à ne pas traverser, puis là, il y a des gens qui, en fonction de leur perception, font des balises ou réduisent les effets ou la portée des adaptations qui sont possibles et qui font un changement dans la vie, dans le fond, des jeunes, puis pour lesquels ils sont autorisés. Puis c'est drôle d'entendre qu'il y a des éléments d'adaptation qui ne sont pas autorisés. Je vais juste vous le mettre comme ça, parce qu'on lit cette situation-là, puis je viens du milieu scolaire, je suis assez bien placé pour pouvoir le voir, jusqu'où dans la salle de classe, même dans mon école, j'avais des gens dans un milieu en disant « mais ça, on a le droit ». Puis ça, on n'a pas le droit. Puis il y a un CP qui vient, puis qui nous dit ça, on a le droit, puis l'autre CP vient, puis ça, on n'a pas le droit.
là, à un moment donné, c'est parce qu'il faut être capable d'aller plus loin. Il y a de l'espace de manœuvre tant qu'on n'est pas en quatrième secondaire, quatrième, cinquième secondaire, dans la sanction des études. Il y a de l'espace à travailler. Puis cet espace-là, si on ne l'utilise pas, ça ne permet pas d'agir. Donc, il faut être capable d'avoir ça en termes de flexibilité pour rassurer les gens, être capable d'ouvrir et chercher le meilleur moyen autour de nos jeunes. J'avance. La classe, c'est une unité de vie, oui, c'est ça. Dans la gestion de classe, il y a un atelier qui porte sur la gestion de classe. Je ne veux pas aller trop loin parce qu'il y a des éléments, mais un élément qui est très important, c'est connaître l'élève, ajuster les défis par rapport à chacun des élèves, évaluer l'élève par rapport au climat de classe, le questionner par rapport à sa pratique. Donc, cet élève-là, dans la pratique, parce qu'il y a une situation, il faut être capable de le voir. Puis là, il y a des outils où on pourra voir, il y a un petit outil, parce que on va parler à un moment donné des plans d'intervention vers la fin, là. Je devrais pouvoir me rendre là. Il y a moyen de le voir dans une vision globale et pas dans une vision individuelle, un à côté de l'autre. J'ai 8 élèves dans ma classe qui ont un plan d'intervention, j'y arrive plus, avec les 6 objectifs que chacun a. Ça fait 24 objectifs, 6 et 8, ça fait 48 objectifs, exemple, différents. Des fois, il y en a qui se recoupent un peu. Une quarantaine d'objectifs différents parmi l'ensemble. Il y a un moment donné, on s'y perd au complet. Il y a moyen de le regarder complètement autrement, de ce côté-là. Et poursuivre les actions concertées, finaliser les projets pour dans la pratique quotidienne. Donc, des éléments de gestion de classe qui sont importants. Donc, on va faire un ancrage. Est-ce qu'on connaît les élèves? Est-ce qu'on a ajusté les défis? Est-ce que l'enseignant, on l'aide à ajuster les défis, à comprendre qu'est-ce que c'est les défis pour la classe, le groupe? Est-ce que la partie d'évaluation me permet de bien lire sur quoi je devrais agir? Et ça va me permettre à ce moment-là de pouvoir compléter nos interventions. Trouble d'apprentissage. Allons-y, donnons-nous une première définition la plus claire. Le trouble d'apprentissage, c'est le dysfonctionnement par l'acquisition, touchant l'acquisition, l'organisation, rétention, compréhension, traitement. Les mots sont importants. Gardez-les en réserve. Peut-être que pour vous, là, ça ne sera pas dans votre élément à retenir, mais vous l'aurez dans la diapositive. L'acquisition, organisation, rétention, compréhension, traitement. Ce sont des éléments que lorsque je suis capable, quand l'enseignant est capable de lire l'élève là où il est, ça va nous permettre de voir quelles sont les pistes ou les éléments sur lesquels on doit porter les adaptations. Ça veut dire jusqu'à la partie d'évaluation, jusque dans les éléments qu'on va traîner plus loin, d'avoir une clé d'entrée pour nommer, être capable de nommer. Là, je ne vous parlerai pas d'un type de trouble en particulier, mais ça touche ces éléments-là. Ça joue un rôle dans le processus d'acquisition des connaissances qui est spécifique à la condition, à la fonction cognitive touchée. Autrement dit, tout dépendant sur quoi je vais agir, il y a des éléments de connaissances qui vont être touchés. Le prof, souvent, dans la classe, ce qu'il va remarquer, c'est des éléments de connaissances qui ne marchent pas, des difficultés. Quand on parle des difficultés d'apprentissage, qui ne rentrent pas, puis que le jeune va être capable, le prof va être capable de nommer. À partir du moment où on est capable de le nommer, on est capable de remonter peut-être un peu plus dans la réflexion de ce qui est là. Il y a des troubles d'apprentissage qui sont liés à la lecture, l'écriture, le traitement du calcul. C'est assez comme pointu. Puis il y a d'autres troubles qu'on trouve, ou à un moment donné qu'on parle, qui donnent des éléments de difficulté d'apprentissage, mais qui sont aussi d'un autre ordre. Mais il y a des compétences qui sont liées quand même à l'acquisition du langage, puis à l'attention, puis les fonctions exécutives. Des grands mots peut-être parce que si vous n'êtes pas familier, mais je vais vous donner des clés d'entrée dans 3 diapositives au regard de ça, pour être capable de nommer des éléments et donc de permettre à un enseignant, quand il regarde sa classe, de dire « Ah, c'est ça qui se passe ». Quand j'ai ça, puis je suis capable de nommer, je suis capable de voir qu'est-ce que je peux mettre en place. Et c'est toute l'impression qui est là en disant « J'ai quelque chose que je peux faire ». Vous avez, je pense, je vous ai laissé cette diapositive-là, difficulté d'apprentissage, trouble d'apprentissage. Le gros, là, la grande différence, trouble d'apprentissage, c'est permanent. À 45 ans, ça va être encore là. On s'entend? Difficulté d'apprentissage, ça dépend des types de situations, ça dépend de plein d'autres facteurs. Et donc, à l'intérieur de ça, malgré les aspects lacunaires qui peuvent être là, il y a des éléments qui peuvent changer, se modifier ou traverser. Mais le trouble d'apprentissage, il va être vrai tout au long de la vie. Ce qui fait qu'une personne qui va avoir un trouble d'apprentissage, par exemple sur la dyslexie, puis qui va réussir quand même ses études parce qu'on va y mettre des moyens et des outils en place, ben, il va arriver au niveau de l'emploi, il va avoir un test de français à passer avec pas d'outils.
il va manquer son test de français et il ne sera pas engagé. Conditions de vie importantes. Donc ça, il y a d'autres, c'est pas juste l'école, mais il faut que l'école agisse. Puis en formation professionnelle, je fais le lien, vous avez une raison de plus d'être capable d'aider ces gens-là à être capable de contourner ou d'aider jusqu'à l'emploi pour les personnes, parce que oui, on a fini par montrer à lire et à écrire aux jeunes, à un moment donné avec des outils, il finit par réussir, puis à un moment donné, il n'est pas engagé nulle part. Et ça, c'est déprimant pour le jeune, puis c'est déprimant pour les parents, puis pour la société au complet. Allons-y avec gestion du langage. Bon, on va y aller. Le langage, dans le fond, il y a le volet de l'expression, on le sait, on s'exprime à l'intérieur de ça, on va aller chercher le contenu, on va l'organiser, on va le produire, donc on va avoir une émission de ce côté-là. Je veux juste dire qu'il y a un contenu, il y a une organisation, il y a une production. Donc, le prof, on est capable de décrire, dans le fond, le volet du processus qui est là. Ce n'est pas le bon, c'est celui-ci. Il y a aussi le volet de la compréhension qui est touché. Donc, à un moment donné, si le volet de compréhension est touché, la compréhension, ça veut dire qu'il y a un traitement, l'information entre, il y a un traitement qui se passe. Là, je pense les petites bulles là, qui peuvent nous faire bifurquer un peu, mais il y a un traitement global qui est là, puis il y a un sens. Donc, il y a des jeunes qui ont des difficultés langagières, qui sont associés aussi à un moment donné. Donc, la compréhension, c'est le traitement. Donc, est-ce qu'il traite? Est-ce qu'il donne un sens? Donc, être capable de te le dire, de te remettre dans le bon contexte des informations. Donc, le traitement, le sens, le contenu, l'organisation, production, point d'ancrage. Parce que sur ces mots-là, comme on a dit tantôt, les pistes d'adaptation, c'est là-dessus. Tu sais, on parle d'adaptation ou d'adapter. On n'adapte pas dans le vide. On adapte sur des éléments particuliers. S'il y a une problématique lié au langage par rapport à l'organisation et au contenu qui n'est pas dans la cohérence, c'est qu'est-ce que je vais mettre en place sur ça, pas sur un ensemble, sur ces éléments-là pour faciliter le passage. Est-ce que vous me suivez jusqu'à là? Ça va? Je ne vous perds pas. Gestion de l'attention. Je vais y aller, plus aisément. On va y aller dans le global. Gestion de l'attention. L'attention, on entend parler des déficits d'attention, le traitement pharmacologique, le Ritalin, etc. Le but n'est pas de traiter la question de la médication, qui est de façon particulière. Mais l'attention, la gestion de l'attention, on va le voir comment? Il y a de la distraction en classe. Il y a des difficultés au niveau de l'écoute. Je vais faire quoi? Je vais faire des rappels plus fréquents. Je vais avoir une difficulté de concentration. Difficulté de concentration, c'est que je ne suis pas capable de focusser sur ce qui est important. Si je ne suis pas capable de focusser sur ce qui est important, qu'est-ce que je peux mettre en place? On va souligner ce qui est important, on va donner des consignes courtes, on va parler des séquences pour être capable d'amener l'information pour qu'elle soit saisissable. Donc, faciliter que la concentration, lorsqu'elle est courte, elle est pas avec une ampleur grande, on va pouvoir avoir un outil qui est particulier. Ça fait qu'on ne travaillera pas un déficit d'attention de façon particulière parce qu'on peut être à des niveaux différents. Il va y avoir une difficulté d'organisation. L'organisation, c'est quel est mon modèle d'organisation. Donc, d'avoir un modèle pour reproduire le modèle, c'est un apprentissage, les artisans font ça, entre autres. Là. On a un modèle, puis je fais le même modèle, puis je fais la même affaire. Ça va même aller, je vais vous dire un beau mot, là, comme ça, c'est de la copie. De la copie, mais c'est pas de la copie, je fais de la copie, là, copie les mots du dictionnaire. Non, c'est de la copie, je copie ce que l'autre fait. Je fais la même affaire que l'autre fait. Tu le fais, je fais pareil, je copie ce que l'autre fait. C'est un processus d'apprentissage qui permet de s'organiser. C'est un modèle. Il a marché longtemps, mais à l'école, on a dit non, tu n'as pas le droit de te copier. Mais on sait que copier, c'est un modèle qui marche. Puis c'est un modèle dans ton contexte de l'organisation. Une des manifestations qu'on peut voir, il perd son matériel, on va arrêter de se battre, on va mettre du matériel partout. Vous avez la pile de crayons, il y a du matériel un peu partout dans ses affaires. On ne se bat pas à rechercher le matériel, pas le mettre responsable. Il va y avoir du matériel, c'est plus simple. Y compris en formation professionnelle, y compris l'éducation des adultes. Il y a des gens qui ont fini par trouver les moyens, effectivement, d'avoir plus de matériel accessible. Sinon, on prend un temps énorme de perte de temps. Pendant ce temps-là, le jeune n'est pas en train de faire ce qu'on veut qu'il fasse. Donc, il faut contourner ça, ces éléments-là. Puis la rétention, qu'est-ce que je vais retenir? Comme on peut avoir des difficultés de concentration, à un moment donné, la rétention, donc souligner l'aide-mémoire accessible, avoir plus qu'une entrée. Une entrée visuelle, une entrée kinesthésique, le son avec des mots, des aides-mémoires, avoir accès facilement en termes de retour,
puisque bon nombre de jeunes c'est 50% des jeunes qui ont des troubles d'apprentissage ont aussi des difficultés au plan de l'attention. Puis l'attention, on ne parle pas d'hyperactivité, là. Hein, les jeunes qui se dérangent, là, puis qui bougent. Le déficit d'attention, juste sans hyperactivité, c'est bon nombre de nos jeunes qui sont en échec scolaire ont ce type de déficit-là. Il est plus marquant qu'un jeune qui dérange en trouble de comportement. La problématique d'attention. Donc, ça vaut la peine de pouvoir nommer. Puis ça se peut qu'un jeune ait plus de problèmes de concentration puis de distraction que le restant, mais une fois que dans ce sens-là, on l'a placé ses bonnes affaires, la rétention, la perte du matériel, c'est correct. Il y en a que ça va se traduire autrement. Donc, où je peux se doser, ben, je ne ferai pas les mêmes interventions. Donc, est-ce que je peux regarder un jeune dans la classe fonctionner? Il y a une autre fonction de notre cerveau, là. Il fonctionne d'une façon particulière. Hein, puis on a une petite zone dans notre cerveau qui nous permet de faire des fonctions qu'on appelle la fonction exécutive, autrement dit de planifier, organiser, structurer l'ensemble des séquences d'une tâche. Et bon nombre de jeunes qui rencontrent des éléments de difficulté, effectivement, vont avoir cette difficulté-là. Donc, on va leur demander de gérer une tâche. Ils ont le projet, ils ont l'ensemble, puis go, vas-y. Ben là, à un moment donné, je n'ai pas de clé d'entrée. Il me manque quelque chose. Qu'est-ce que j'ai? Il faut que je formule un but d'une direction à prendre, le faire à l'oral. Hein. Donc, ça veut dire, le but, là, c'est qu'est-ce que tu as à faire, c'est tout clair. Puis, il faut être capable de le mettre clair de façon explicite. Puis, des fois, il est par écrit. Des fois, il faut le faire à l'oral, qui est une autre entrée. On a ensuite de ça la planification. Donc, la planification, on va fournir un plan, on va suivre un modèle, puis il y a tous les logiciels, entre autres, là, comme Inspiration, des éléments comme ça, qui vont venir, exemple, soutenir notre volet de planification, on va mettre des mots. Mais si j'ai un plan, j'ai donné un exemple de plan, puis je suis le même plan en disant, prends ce plan-là, puis copie le plan, ça va me permettre de rentrer dans le contexte de la tâche, ce que mon cerveau, tout seul, a de la misère à faire, s'il faut que je pense à ce qu'il en est. Donc, le modèle, vous allez voir que le volet de la modélisation, donc donner des modèles, donner ce type d'outils-là, c'est ce qu'il en est. Troisième, produire. Donc, si je veux produire, ben, j'ai une séquence, puis j'ai des étapes dans le temps. Fait qu'un projet de recherche pour quelqu'un qui a un problème plus dans les fonctions exécutives, puis c'est à différents niveaux, puis on en voit beaucoup dans les classes de ces jeunes-là. On va donner la séquence, puis on va donner le temps en disant, fais la première partie, puis après la première partie, tu viens me voir. Fais la deuxième partie, après la deuxième partie, tu viens me voir. On fait la troisième partie. On détermine les clés d'entrée avec eux autres. Est-ce que l'enseignant, là je fais le lien, est-ce que l'enseignant que vous accompagnez dans les groupes à l'intérieur de ça sont capables de se donner un modèle de type de séquence? 1, 2, 3. Je fais ça en premier, je fais ça en deuxième, je fais ça en troisième. Voici mes clés d'entrée et je ne laisse pas aller mes jeunes. Et là, je parle du prof, il va venir voir le prof, mais tantôt, je vais vous parler beaucoup de l'entraide et de la collaboration. Parce que ce n'est pas juste le prof. Mais les autres à côté sont aussi du travail. Ce qui fait que le rôle du prof, si je fais du 1 à 1, puis je ne fais pas du groupe par rapport à une structure un peu plus macro, ben ici, j'ai un problème parce que c'est sûr que le prof il va vous dire qu'il manque de temps, puis ça ne rentre pas dans une journée, et je suis d'accord avec lui. Sauf que si on est capable de le voir de façon plus macro, comment je vais regrouper mes types de besoins par rapport à des types de difficultés, ben ça peut me permettre effectivement d'avoir une vue de 3-4 sous-groupes dans ma classe. Et donc d'avoir des interventions nuancées de 3-4 affaires, ça se gère bien. Ça se gère mieux que 25, 26, 27, 28 interventions. Dernière partie par rapport aux fonctions exécutives, c'est toute la question de réviser. Ils ont fini, c'est comme ça ne revient pas, ils ne reviennent pas en arrière. Donc aussi, avoir des modèles de révision puis des séquences de révision. Comment je l'installe ça? Est-ce que dans ma pratique pédagogique, dans le contexte de l'attelage, j'ai accès à des modèles, je donne des modèles. Voici comment on corrige, voici comment on le fait. On le fait à 2, on le fait à 3, on le fait à 4. On le fait ensemble, on regroupe après. Donc, d'avoir des outils de suivi dans la pédagogie pour être capable d'y répondre va aider 80% des élèves de l'Atlas. C'est comme ça qu'il faut le voir. Ce qui est intéressant dans le cerveau, le cerveau, je vais le faire au complet. Il
Il y a une entrée visuelle, on voit dans le fond de la partie des informations, il y a une zone d'analyse des mots. On fait un son juste pour être capable de la lecture. Donc, on voit, on fait un lien avec les sons, on va chercher la sonorité puis on va mettre le sens. Okay? C'est ce chemin-là que ça prend à peu près dans notre cerveau. Mais ce qui est intéressant, c'est que chez les adultes, entre autres les adultes qui avaient eu des difficultés ou qui n'avaient pas appris au niveau de la lecture, ce qu'on voit, c'est que les ondes du cerveau continuent de se développer et que s'ils sont stimulés à l'âge, même à l'âge adulte, continuent de se développer. Donc, ce n'est pas arrêté. Ce n'est pas parce que j'ai 12 ans, 15 ans, 18 ans, 25 ans ou 30 ans que ma zone de cerveau, si je stimule mon activité de lecture, même si j'ai eu des difficultés avant, elle ne va pas se développer. Donc, tout n'est pas perdu, là, tout se joue pas avant 6 ans. Ce qui est important de voir, c'est qu'à plus long terme, on va pouvoir effectivement y avoir accès. Et la tomographie, là, on voit des images cérébrales en activité, on voit que ça se continue. D'ailleurs, en physiothérapie, quelqu'un qui a fait un ACV, va en physiothérapie, puis on voit qu'à un moment donné, il y a de la régénérescence de la partie du cerveau. C'est dans la partie des mêmes études. Donc, ça n'est pas arrêté. Donc, quelqu'un qui dit, moi, là, je l'ai jamais appris, puis je n'arriverai pas jamais à l'apprendre, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas vrai, ça s'apprend, on est capable d'y arriver. Les recherches scientifiques ont démontré que le cerveau, il continue de se développer. Maintenant, il faut stimuler les bonnes affaires. C'est ça qu'on a besoin de faire. Puis pour ça, il n'y a pas 28 manières. On est en forme parce qu'on bouge, parce qu'on fait de l'activité, l'activité cérébrale, il faut le faire, puis la lecture, il faut la faire aussi. Voilà, on comprend à la fin. Des forces, c'est important d'aller voir parce que le volet de l'affectif, le plan affectif, est excessivement important chez des jeunes qui rencontrent des difficultés, qui bûchent, qui travaillent, puis qui se rendent compte qu'à un moment donné, ça ne rentre pas. Si on n'est pas capable de reconnaître les forces qu'il a, pas dire il est bon au hockey, c'est intéressant. Toujours intéressant. Et ce qu'on dit à un moment donné, c'est qu'il faut être capable de reconnaître les forces qui vont pouvoir être utiles, puis de voir ce qu'il y en est par rapport à la compétence sociale, la compétence de fonctionnement, aller chercher le jeune dans ce qu'il est pour ne pas avoir une embûche au niveau de la motivation. Parce que sinon, quand il y a des difficultés qui sont là, ils vont se retrancher. Moi, je ne suis pas bon, je ne suis pas capable. Puis c'est ce qu'on va lui refléter. Puis à un moment donné, il sortit. Quand il sortit, mon premier travail, ça va d'aller le chercher au plan de la motivation pour être capable de le faire réussir. Et quand il réussit, c'est drôle comment l'attitude ou le fonctionnement de ce jeune-là peut changer quand on lui réapprend à réussir. Puis qu'il découvre qu'il n'était pas si poche que ça. Qu'il avait des bonnes affaires. Des indicateurs par rapport à la lecture. Il faut voir que les troubles d'apprentissage, l'enfant a toutes les capacités. On ne parle pas d'un jeune qui a une déficience intellectuelle. Là. Je ne parle pas de ça. Là. Je parle des jeunes qui ont des capacités à apprendre. Ceux qui ont des troubles, ils ont des capacités à apprendre. Puis si je prends un autre mode, ce jeune-là passe de l'échec à la réussite. D'une façon importante. Donc, c'est important de pouvoir voir cet élément-là, de le garder en tête. Ça, je vais revenir, j'en ai une autre diapositive, plus loin. Manifestation au niveau de la lecture. Allons-y. Décodage, par rapport à la lecture. Découpage, difficulté à saisir le découpage des mots en syllabes. Quelqu'un du préscolaire ici, là? On disait tantôt. Il y a un beau débat actuellement au Québec sur les activités explicites qu'on doit faire dès le préscolaire pour l'apprentissage de la lecture. Puis il y a des gens qui disent non, on ne doit pas faire ça parce que c'est le volet de la découverte, c'est ça qui est important de pouvoir faire. Ce qu'on a démontré à l'intérieur de ça, puis les études de plus en plus, ça le montre, puis il y a des programmes d'intervention de façon de l'enseignement explicite au niveau de toute la phonologie, de la conscience phonémique qu'on appelle déjà au niveau du préscolaire, qui fait en sorte que les jeunes, même qui rencontrent des éléments de difficulté et qui sont fragiles, réussissent mieux l'apprentissage de la lecture quand j'ai fait un programme d'entraînement qui dure 10, 13 semaines, 1 heure par jour, 4 jours par semaine s'il faut, de façon systématique, plus que des élèves qui n'ont pas de difficulté mais qui n'ont pas été soumis au même type de programme. C'est important de voir comment on est capable d'augmenter, qui fait en sorte qu'un élève, il y a plus d'élèves qui peuvent réussir à apprendre à lire puis à écrire en première et en deuxième année avec un meilleur taux de réussite si je fais des choses dès le volet du préscolaire. Donc, à un moment donné, il va falloir se sortir de nos organisations,
Donc, il y a des programmes à l'UQAM, entre autres, avec Abracadabra, avec la forêt de l'alphabet, avec Petits mots, j'entends tes sons, avec... Il y a différents types de programmes qui sont là, qui s'adressent à la conscience phonémique dès le préscolaire. Et il fait en sorte que tous les élèves allophones, les élèves fragiles, les élèves en difficulté, ont une meilleure chance de réussir à apprendre à lire dans des délais beaucoup plus courts et plus solides comme base. Ben, quand on connaît ça, puis je veux avoir juste la pédagogie de découverte, à mon avis, il nous manque quelque chose. Puis l'enseignement explicite, ça relève de l'enseignement aussi des éléments qui sont stratégiques, que je nomme, que je travaille sous forme ludique, mais que je travaille de façon organisée, ce qui fait que les éléments s'installent. 1 heure par jour là, 1 heure par jour au niveau de l'adaptation des habiletés, certaines habiletés sociales de base, fait en sorte qu'il me reste encore 3 heures par jour au niveau du préscolaire pour faire la découverte, le psychomoteur, la philosophie, d'autres éléments scientifiques des projets. Aucun problème. Mais il y a 2 éléments de base à long terme de protection qu'on doit amener, conscience phonémique, développement de certaines habiletés sociales, et il y a des programmes systématiques, explicites, qui marchent au niveau du préscolaire, qui ont des effets. Pas vouloir le voir, on a un problème. Donc, si vous accompagnez des gens au préscolaire, ben, je pense que dans la commission scolaire ou dans vos milieux, il faut savoir ces éléments-là. Ce qu'on voit, c'est bon. Donc, l'ignorance de la ponctuation, l'évocation lexicale, difficulté à intégrer le code orthographique, parce que nos élèves dyslexiques, entre autres, une fois qu'on va avoir réussi les processus du mot un peu plus loin, ce qui va rester, ça va être le volet de l'orthographe, entre autres. Sur la compréhension, par rapport au mot écrit, peu d'intérêt pour la lecture. Donc, des fois, là, c'est comme ça que le prof peut le voir. Les activités de lecture sont toujours mises de côté, sont toujours fuies, il n'a jamais ses affaires, il retarde, il attend ses affaires. Ça, c'est comme... il n'est pas intéressé, il n'est pas motivé. Mais au-delà de ça, des fois, il faut voir, est-ce que mon intérêt est dû à quoi? Est-ce qu'il est dû parce que le thème n'est pas intéressant, parce que l'outil n'est pas intéressant, ou bien je rencontre des difficultés, puis ce qui fait qu'à un moment donné, je mets de plus en plus loin. Comme quand nous autres, on rencontre des difficultés, on met des fois la tâche un peu plus loin, on la fait en dernier, on fait juste quand notre boss ou notre mairie ou notre conjoint nous dit, ben là, c'est un ultimatum, là, je suis obligé de le faire. T'sais? Mais il y a beaucoup de jeunes qui vont pousser ça plus loin. Puis des fois, ça ne paraît pas trop dans la classe. Mais il faut être attentif à ça. Puis quand je fais lire le jeune, c'est lent, c'est hésitant, c'est complexe. Puis le rendement, il y a des affaires qui vont comme ça, là, en dedans de scie tout le temps. Donc, j'ai des manifestations. Sur ces manifestations-là, ben, ça peut me permettre de mieux reconnaître. L'écriture, les fautes d'orthographe, difficulté d'encodage, copier des mots, l'omission de syllabes. Donc, même en copie, là, je copie, là, ou je retranscris mon texte, là, puis j'ai de la difficulté, là, ça ne passe pas, là. Juste dans cette recopie-là. Les erreurs grammaticales, lenteur d'exécution. Pour produire, c'est long, c'est difficile, puis ce qui fait en sorte que je m'arrête. Puis si on le voit chez bon nombre, puis quand ça devient ancré, bien, on a des gens, là, juste de penser qu'ils vont avoir quelque chose à écrire. Oh mon Dieu, à l'âge des adultes, là, c'est déjà un tour de force. Donc, il faut être capable de le regarder rapidement. En mathématiques, le sens des nombres compter correctement, c'est les prémices de base. Souvent, on va regarder au niveau de la résolution de problèmes, toute la complexité. Bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va distinguer s'il y a un problème en lecture, on va compléter par le volet de la lecture, dans le fond, avec les lectures de consignes. On veut qu'il sache la consigne de travail. En 1988-89, ce qu'on disait aux enseignants, c'est vous lisez les consignes. Lisez-les les consignes en mathématiques. Là. Même encore aujourd'hui, il y en a qui ont un peu moins, mais encore des fois de la difficulté à lire les consignes. Lis la consigne, lis le problème à l'intérieur de ça, parce que je ne veux pas que ce soit un problème de lecture. Plus de la moitié, presque le 3/4 dans ce sens-là des problématiques sont reliées avec l'accès à la lecture qui ne me permet pas de faire les informations importantes. Enlevez ça. Mais s'il reste quelque chose au niveau des mathématiques, d'une façon plus pointue, plus particulière, ça va être au niveau des nombres et de la question des opérations. Et si on est là, ben, on est plus près de ce qu'on va appeler de la dyscalculie. Mais je n'ai pas besoin d'avoir un diagnostic nécessairement pour pouvoir agir. Parce que si j'ai la balise qui est là, ben, j'ai des outils. J'ai une calculatrice. J'ai différents outils que je peux mettre en place. Et il y a des places, même c'est marqué dans la consigne de l'examen, là, pas le droit d'utiliser la calculatrice.
C'est écrit dans la consigne de l'examen. Ben, si notre jeune s'il n'est pas en 4e secondaire, là, puis en 5e secondaire, en train de faire l'examen, puis que dans ce sens-là, c'est une condition pour lui, ben, il y a de la place à l'utiliser pareil, la calculatrice, même quand c'est écrit. Pas le droit à la calculatrice. Parce qu'à l'ultime limite, ce qu'on va dire, c'est qu'on a fait des ajustements, puis le ministère n'en comptera pas dans son analyse statistique. Mais nous, on va rendre justice aux jeunes par rapport à ce qu'il y a à utiliser. L'autre principe que ça me permet de le rentrer tout de suite, pour ne pas l'oublier quelque part, c'est si à un moment donné, on finit par se dire, là-dedans, là, on a une mesure, puis on l'a testée de différentes façons, puis cette mesure-là, là, on sait que ça lui prend ça. Elle n'est plus négociable pour les 50 prochaines années. J'exagère à peine, parce que dans le milieu scolaire, c'est que l'année suivante, elle est négociable, puis il faut tout recommencer à zéro. Parce que l'autre, il pense que c'est pas vrai, puis c'est vrai, là. C'est pour ça qu'on disait, une des conditions, modalité définie à l'école, je vous ramène dans mon premier schéma, les 4 cadrans, modalité définie à l'école, il faut qu'il soit défini que quand j'ai une adaptation qui a été mise en place, elle est vraie, puis qu'on a jugé qu'elle était nécessaire, on l'a pointé, on a des professionnels autour, et elle est vraie tout le temps. Donc, le nouvel enseignant qui aura là, ben, aura à utiliser aussi les mêmes mesures. Il reviendra tantôt. Ce qui reste au secondaire, souvent on va régler des situations au niveau du primaire, il y a beaucoup de travail, décodage approximatif, la lecture est ardue, encore des difficultés de compréhension, surtout en écriture, orthographie importante, pour les troubles d'apprentissage, rédaction ardue d'un texte, correction est complexe. En mathématiques, les opérations plus complexes qui utilisent les nombres, planifier, estimer. Hein? Combien vous pensez qu'il y a de billes dans ce pot-là? L'estimer, le nombre. Quand j'ai une difficulté aiguë au niveau du sens des nombres, toute la notion d'estimation, puis de traiter au niveau des calculs, ça devient comme complexe. C'est une opération qui n'est pas là. Donc, on a des chapitres qu'on a en mathématiques où nos jeunes vont rencontrer des difficultés, ils vont être confrontés à ces éléments-là de difficulté. Puis si l'enseignant dit, il n'est même pas capable d'estimer comment veut-il qu'il produise qui résout le problème, qui résolve le problème, bien, je veux dire, c'est parce que s'il y a la difficulté effectivement dans le traitement du nombre de ce côté-là, il va avoir cette difficulté-là à estimer. Je ne veux pas juger, je veux juste voir qu'est-ce que je vais faire pour l'aider à estimer. Quelle est ma mesure que je vais mettre en place, plutôt que de dire, bien, ça n'a pas de bon sens. Ça va. Pourquoi intervenir? Si vous allez voir un peu partout, dans le fond, les élèves dyslexiques vivent un phénomène d'impuissance. Et bon nombre de nos jeunes qui rencontrent des troubles d'apprentissage dans le contexte des milieux, ils vont vous le décrire de différentes façons, ils se sentent impuissants. Ça ne me donne rien, je vais être en échec, je n'avance pas. Puis là, ça tombe dans le volet de la motivation. Ils se dévalorisent, ils démissionnent, ils remettent de côté, ça devient difficile, puis ils vont se rendre vers le décrochage ou vers la solution la plus facile. Puis le travail, ça comporte un coût cognitif important. Donc, ça veut dire que ça demande, pour réussir à produire, ça demande une énergie incroyable. Donc, quand on dit que ça prend plus de temps, c'est pour ça. Parce que si ça demande plus de temps pour mobiliser mes fonctions cognitives pour réussir à le faire, ça demande plus de temps pour être capable de le faire. Fait que si je le mets dans le même temps, juste dans le même temps, sans avoir du temps pour lui permettre d'y arriver, je viens d'augmenter la charge et d'augmenter son sentiment d'impuissance. Donc, c'est pour ça qu'on met plus de temps. C'est pas pour, ben oui, il travaille juste lentement. Non, c'est parce que c'est une surcharge cognitive. Puis quand vous êtes confronté à un problème qui est complexe, vous prenez du temps. Puis des fois, ça prend plus de temps. Puis tu dis, maintenant, là, il faut que j'y arrive, mais ça demande une énergie, puis vous êtes fatigué après. Bien, imaginez-vous que si vous avez une autre étude à faire tout de suite après, vous êtes tellement fatigué que vous êtes épuisé que vous n'arrivez pas dans le temps. Et on a un problème dans certains milieux, entre autres au niveau des universités ou tout ça, où on a des jeunes qui mobilisent, puis pas mobilisés là, dans la rue, là, mais mobilisés au plan cognitif à l'intérieur de ça. Mais s'ils veulent avoir accès aux bourses et l'ensemble des prêts, il faut qu'ils soient à temps plein, mais il y en a qui ont de la difficulté à être à temps plein pour avoir la charge cognitive pour pouvoir réussir. Il y a des imbroglios aussi là-dedans, dans nos règles de société ou dans nos règles de fonctionnement. Pourquoi donc on agit? C'est parce qu'il y a de la justice et de l'équité. C'est important
quand vous allez rencontrer les gens, posez-vous la question avant. Votre sentiment de justice et d'équité, vous, là, c'est quoi? Puis, dans l'Atlas, parce que souvent, on va dire, ben ça, c'est pas possible. Hein? Ça, c'est pas possible de le faire. Pourquoi c'est possible? Qu'est-ce qu'il y a en dessous? C'est-tu parce que ça demande plus de travail? C'est-tu parce que ça c'est pas juste par rapport à l'autre? C'est parce que lui, à un moment donné, c'est comme je lui donne quelque chose, puis l'autre, il n'a pas droit à côté. Puis là, il y a comme le sentiment de comment justifier un jeune qui a 65%, mais qui, exemple, ça représente bien ses capacités de là où il est depuis tout le temps. Puis l'autre, il a 60%, mais il devrait être capable d'avoir 80 et 85%, puis il a le droit des outils. Comment je justifie ça entre les deux? Vous me suivez? Prenez ce dilemme-là, répondez-y. Parce qu'à un moment donné, votre réponse va influencer ce que vous allez faire. Parce qu'on dit à un moment donné, si ce jeune-là, sa capacité de produire, si je lui donne les bons outils, à un moment donné, c'est 80-85%, ben là, on sait qu'il y a plein de programmes, il y a des universités, il y a des programmes à un moment donné qui vont pouvoir avoir accès. Alors que si je lui dis, ben non, tu réussis, il n'y a pas de problème, tu vas maintenir ton 65%, c'est bon, mais il y a plein de programmes pour lesquels cette personne-là serait tout à fait désignée pour être capable d'y avoir accès, mais elle n'aura pas accès parce qu'elle n'a pas son fameux 80%. Là, je ne parle pas de programmes, juste des programmes enrichis au secondaire, là, je parle de certains programmes avec des cotes, avec des normes qu'on a dans nos milieux. Ça, justice et l'équité, c'est quoi? Répondez à ça. Parce que dans une classe, la nature des mesures qu'on va mettre en place, c'est oui, il va falloir l'ancrer sur certaines caractéristiques en disant c'est pour cet élément-là de planification, d'organisation, c'est pour cet élément-là par rapport à la lecture, et c'est cet élément-là par rapport au temps ou à la charge cognitive que je vais mettre des mesures en place qui vont être vraies tout au long de sa vie, tout au long des études avec ce jeune-là, puis que c'est juste et équitable. Ça, c'était une question. Puis si on a une question réglée avec nos profs, en accompagnement, c'est celle-là. Puis avec les élèves. Mais si vous ne le faites pas, puis là on revient, si on ne le fait pas de façon explicite, si on n'explique pas pourquoi je le fais, comment je le fais, puis on ne donne pas les raisons qui sont là, les jeunes là, moi je les ai vus dans la classe, dans nos classes avec nos jeunes, les jeunes ils acceptent que l'autre ait des outils différents. Aucun problème. Il part, il va faire sa production, il a son ordinateur avec ses outils qui sont là, il revient, il a plus de temps, puis l'autre à côté, il n'a pas le droit, puis ça passe. Pourquoi? Parce que de façon systématique, tous les enseignants de chacune des classes, pour chacun des élèves qui sont là, ont parlé des mesures et de l'effet des mesures et pourquoi il y avait des différences dans le contexte des mesures. Ça a été systématique. Ça, ils comprennent, puis les jeunes embarquent là-dedans, et non seulement ils embarquent, mais ils deviennent des aidants. Quand on voit un jeune qui a 65%, je prends encore cet exemple-là, là, parce qu'on est avec des notes, 65% qui réussit, puis qui va aller aider quelqu'un qui réussit plus fort que lui par rapport à des outils, ben écoute, moi je pense qu'on vient de réussir quelque chose d'important. Mais ça, il faut le faire. Donc, le prof, il n'est pas tout seul. Donc, le prof que vous allez accompagner va le faire comment, va installer comment l'entraide et la collaboration dans sa classe. La recherche nous dit que le premier facteur de réussite de l'intégration, premier facteur, c'est la capacité des élèves à s'entraider. Donc, moi, je rentre dans une classe, je disais ça aux profs, je rentre dans une classe, je suis là une demi-heure, puis je vais savoir si c'est la bonne classe pour être capable d'intégrer. La seule chose que je vais regarder, c'est les interactions d'entraide naturelles qui se passent dans la demi-heure où je suis présent, indépendamment de la journée. Puis il y a des classes, c'est incroyable, tu rentres là, puis tu vois les élèves, ça bouge, ça s'entraide de façon naturelle. Là, tu dis, le prof, pas parce que sa tâche va être difficile ou plus facile, mais à l'intérieur de ça, cette notion-là d'entraide va faire en sorte que la tâche va être partagée, puis c'est un groupe social. La classe, c'est un groupe social. Et donc, il y a l'entraide, les volets de l'apprentissage appartiennent à l'ensemble du groupe, puis le prof, en insertion, doit être capable de gérer un groupe, pas juste des individus à un côté de l'autre. L'erreur que les enseignants, les jeunes enseignants qui se soufflent, c'est qu'ils prennent les enfants un à côté de l'autre, ou à un moment donné, ils disent, je ne peux pas faire ça un à côté de l'autre, donc je prends le groupe, un groupe. Ben, le groupe, ce n'est pas tout à fait ça. Le groupe, c'est des sous-groupes composés d'individus, mais si je suis capable de ramasser mes individus à l'intérieur du sous-groupe,
je viens d'avoir mes 3, 4 groupes d'ancrage pour intervenir. Fait que vous avez une définition qui est là. Je vais aller. Je ne sais pas, il y a le temps, hein, mais moi, là, le temps. OK. Ça, je vous donne ça comme facteur. Ceux qui veulent acheter la revue à un moment donné par rapport au rendez-vous, il y a une explication qui est dedans, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qu'on regarde, puis sur quelle base de rationnel on met, dans le fond, nos interventions ou nos adaptations dans le contexte d'une classe. Je ne veux pas avoir un volet de diagnostic, c'est pas là. Si j'ai une bonne analyse, dans le fond, des situations par rapport à l'élève, je vais regarder, voir c'est quoi ses aptitudes, ses capacités. Puis je vais regarder les facteurs dans l'environnement, donc dans la classe, dans le fonctionnement de la classe. Qu'est-ce qui facilite, puis c'est quoi les éléments d'obstacle? Et c'est les facteurs dans l'environnement. Autrement dit, j'ai un texte qui est long, qui est lourd, qui est petit, qui est complexe. Mon jeune, je sais qu'il y a des caractéristiques par rapport à des difficultés au niveau de la lecture. Bien, je sais que cette interaction-là, dans la situation de lecture, va être difficile. Donc, comment je peux éviter une situation d'handicap? C'est en facilitant ou en mettant des facilitateurs. Puis mes facilitateurs, c'est mes mesures d'adaptation. C'est aussi simple que ça. Différenciation pédagogique, tout le monde l'a vu, hein, on travaille depuis longtemps, sauf qu'il y a des zones. C'est pas vrai que ça se tranche au couteau en disant ici, là, on vient de passer de l'adaptation à la modification. Avant la 4e secondaire, il y a de l'espace. Puis en première année, là, il y a beaucoup d'espace aux écarts entre les deux. Donc, quand on trace une ligne en 3e année, puis qu'on dit ici, ça, c'est de la modification d'envoyer le texte à la maison avant. Donc, je ne peux pas le faire. Ben moi, je vous dirais qu'à ce moment-là, par rapport à des caractéristiques, par rapport à des éléments de besoin, ça tient pas la route. D'ailleurs, le ministère, dans son écrit formel, dans la règle des sanctions des études, si vous allez le lire, il dit qu'il est incapable de définir les pistes et la portée des modifications puis des adaptations. Il est incapable de le faire parce que ça dépend de la situation de chacun des élèves. Fait que si on dit que ça dépend de la capacité de chacun des élèves, comment ça se fait qu'à un moment donné dans le milieu, on dit ici, là, ça, c'est impossible. Vous me suivez là-dedans? Donc, il y a de l'espace. Donc, ce qu'il faut être juste et nécessaire. Donc, qu'est-ce qui est juste et nécessaire de mettre en place pour que ce jeune-là démontre ses apprentissages? Je vous ai parlé, dans le fond, d'une analyse de situation. Ce qui est important de faire, c'est accompagner l'enseignant. Même les enseignants d'expérience, des fois, il faut les accompagner là-dedans. À voir, ma classe, c'est quoi? Donc, partons des résultats. On a des résultats, parce que quand l'enseignant dit, écoute, c'est complexe, c'est difficile, c'est quoi les résultats, puis comment ils étaient avant? Et si on sent en augmentation, que ces élèves-là en diminution, c'est quoi le portrait de ma classe? Puis de regarder, voir par rapport aux difficultés ou aux retards scolaires qui sont là, est-ce que le prof, quand il me décrit l'ensemble des élèves, tous les élèves, est-ce qu'on est plus en présence de difficultés au niveau de l'organisation ou de l'exécution? L'organisation, donc, m'organiser ou produire, dans le fond, le volet du travail. Et dans le volet comportement, quand il me le décrit, on est-tu en présence des déficits d'attention, des comportements au regard du travail, d'opposition par rapport au travail. Tu sais, je ne veux pas le travail, ce n'est pas les comportements sociaux, c'est le comportement par rapport au travail ou par rapport aux difficultés de fonctionnement. Donc, en mettant, dans le fond, les cibles, ce que vous voyez ici, c'est qu'à un moment donné, ça dépasse. Quand on dépasse à un moment donné un certain seuil, ça devient nos objets, dans ce sens-là, de travail pour la classe. Et ça peut nous permettre de se dire, je fais un travail d'accompagnement auprès de ces gens-là. Donc, exemple ici, on va parler de stratégie. On a identifié qu'il y avait des stratégies dans cette classe-là. On va faire un entraînement particulier, modélisation, entraînement, application. Puis on va remettre en place le conseil de coopération pour la gestion des comportements dans le contexte de la classe. Parce que les difficultés étaient autour, dans le fond, de quand j'aborde le volet du travail. C'est tout lié là. Donc, on va se servir du conseil de coopération que l'enseignante faisait déjà, mais qu'on va réorienter l'entraide aux élèves avec un défi de classe. Donc, produire un défi pour la classe et des défis individuels des élèves au regard de ce grand défi-là de la classe. Puis tout le monde ajoute toujours +1, puis on a un seuil à atteindre pour la classe. Puis chaque élève peut faire +1, pas -1, +1.
pour ajouter. Donc, plus on avance, plus on arrive quelque part, puis plus les stratégies sont données. Et on va regarder la planification, soutien à la planification, on va revenir en arrière. Donc, mettre en mots les raisons pour chaque règle. Donc, les règles, ce qu'on se rendait compte, c'est qu'il y avait toute une série de règles que l'enseignante avait mis en début d'année, mais que les élèves n'avaient pas et pas capables de mettre dans leurs mots. Donc, l'AG comportemental n'était jamais en lien avec les règles. Donc, chaque règle, diriger une activité d'écriture partagée sur les règles, donc on va les faire écrire sur ces règles-là. Écrire des comportements alternatifs, donc, quand il y a des règles, il y a des comportements qui découlent, qu'est-ce que je peux faire à la place? D'avoir un répertoire de comportements. Puis ces répertoires de comportements-là, on va même les pratiquer dans une activité dans le contexte de la classe pour pouvoir les utiliser. Et pour ça, ben, il y a quelqu'un qui va accompagner le prof dans sa planification. On va définir qu'est-ce qu'on attend au niveau du comportement, puis il y a des pratiques autonomes, puis il y a ceux pour lesquels on va les aider à arriver jusque-là. Jusqu'à mon seuil minimum. Pas tout le monde doit avoir quel est le comportement attendu, puis on a une petite stratégie du pourquoi, vous l'avez vers la fin de votre document. L'enseignante, quand elle nous décrivait sa classe, elle nous décrivait des élèves rêveurs, bouffons, participants, victimes, leaders négatifs. C'est comme ça qu'elle nous décrivait sa classe. On a repris ces mots, puis on a travaillé, puis on a une petite procédure qu'on a élaborée avec elle pour être capable de faire de l'entraînement comportemental. On a fait la même chose dans une autre classe, à partir d'une planification intégrée 5e, 6e année, où 14 élèves sur 18 étaient en grande difficulté. Puis l'enseignante, quand elle nous parlait de ses élèves, elle nous parlait des parents, puis après ça, elle nous parlait des élèves. Il y avait une problématique relation parents. On a amené la relation parents avec la direction, puis on a travaillé en soutien à la planification. Puis vous avez 4 petites boîtes. 4 boîtes ici, là. 1, 2, 3, 4. On a repris sa classe, puis on a regardé par rapport à la situation, 4 niveaux de besoins, produire, écrire. Donc, il y a des jeunes qui ont de la difficulté à se mettre en branle. Ils n'ont jamais d'idée, ils ne savent pas comment, ils ne veulent pas. Difficulté à partir la tâche, difficulté à compléter, avoir un plan. Il y en a qui partent, là, mais ils ne revisent pas, ils ne structurent pas. Hein? Puis il y en a qui ne reviennent pas effectivement à la fin. 4 sous-groupes, elle a redivisé ses élèves dans le contexte de la groupe. Les 5e, 6e années, elle avait des interventions particulières. Comment je pars un groupe qui ont de la misère à partir? Comment je soutiens par rapport au plan, la planification, la structuration? Comment je reviens par rapport au volet de la correction? Vous voyez, elle a fait dans sa planification 4 éléments. Elle a replacé ses élèves par rapport à cette tâche-là, puis il y a d'autres moments qui peuvent être placés autrement dans la classe. Mais elle a réorganisé pour se dire, je sais que quand je me retourne là, eux autres, c'est la production, c'est je pars. Quand j'ai fini de préparer la tâche, il y en a qui partent. Eux autres, je sais qu'ils ne partent pas. Je m'en vais là. Mon intervention s'en va là, autour de ce groupe-là. Puis mes interventions vont être ciblées. Donc déjà, ce que j'aurais pu voir au niveau des plans d'intervention, au niveau des différentes mesures, je vais le regrouper ici, au niveau, dans le fond, du regroupement de besoins pour gérer mes interventions au niveau d'une vision de groupe. Donc, faire une bonne analyse du groupe nous permet d'avancer. Les adaptations, aménagement, adaptation, j'imagine que vous êtes pas mal bon là-dedans. Je vais aller plus loin. Savoir intervenir dans les conditions. Il faut identifier la problématique, la fréquence, l'utilisation. Vous avez tantôt les modes de fonctionnement par rapport à la lecture, l'écriture, les mathématiques, les fonctions exécutives. Vous avez des mots. À quel rythme ça se passe? Donc, ce qu'il y en est. L'inventaire, l'évaluation des interventions qui sont déjà entreprises dans ce milieu-là. Le but, ce n'est pas d'en ajouter, mais le but, c'est d'être capable de les préciser, puis de voir la portée, puis d'identifier d'autres interventions. Des fois, comment on soutient l'enseignant, c'est parle-moi d'abord de tes élèves, parle-moi d'eux autres, puis une fois qu'on a réussi à mettre des mots, puis que l'enseignant est capable de mettre des mots, on est capable de l'aider à organiser ou à structurer ces éléments, mais pas juste dire, vas-y maintenant, tu as la bonne voie, vas-y, mais de voir qui peut t'aider dans la planification, puis des fois dans l'accompagnement dans la salle de classe pour la mise en place. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire une modification de pratique qui vont aider 80% des élèves. Les adaptations, ça va. Soutien général, vous avez deux diapositives sur les adaptations générales, qui sont le lien,
On dit aider l'élève, ça ne nuit pas. Fournir à l'élève le matériel, agrandir les textes, choisir les textes lisibles, réduire les textes, enregistrer préalablement le texte, lui fournir le cadre d'écriture, donner accès à différents outils. Puis là, on va arriver après ça à ce qui est permis. Qu'est-ce qui est permis? Bien, il y a des modalités. Le ministère précise pour le secteur jeune, le tiers du temps. Il y a droit à des outils d'aide par rapport à la lecture, l'écriture, la dictée vocale désactivée, oui, pour la fonction écriture, l'utilisation d'un ordinateur, pas Internet avec un technicien qui est sur place, la présence d'un accompagnateur. Ça, c'est les règles, elles sont là. Mais si je fais de l'aide à la lecture, c'est parce que je l'aurais précisé en termes de besoin dans mon analyse qui était avant, puis que la mesure, je l'aurais essayée avec, sans, puis qu'à un moment donné, on se rend compte que chaque fois que j'utilise la mesure, l'élève est en réussite, puis chaque fois que je ne l'utilise pas, il est en échec. À ce moment-là, ma mesure deviendra, elle, systématique. Je vais l'écrire dans le plan d'intervention, puis ça va me permettre à ce moment-là de la mettre de façon constante. Vous avez les outils, les types d'aide technologiques, vous l'avez. Je veux juste vous amener, puis je vais prendre 3 minutes, j'ai le droit. La pratique pédagogique, regroupée par besoin, co-enseignement, je vous ai mis une adresse, je pense que vous l'avez sur votre feuille. Vous pouvez aller sur le site de la Commission scolaire des Patriotes. Vous avez un mot de passe qui est Aketa AM6 puis document SIA. Et vous pouvez aller voir le co-enseignement. Vous allez avoir pour les milieux défavorisés, c'est un atelier qu'on a donné avec une conseillère pédagogique à partir d'expériences qu'on a faites dans les milieux. Puis vous irez voir le volet du secondaire, le volet du co-enseignement au niveau du secondaire, ce que les jeunes disent, ce que les profs disent. Où les profs se sont réappropriés, dans le fond, l'intervention qu'ils faisaient avec les élèves en lecture-écriture. Et cette école-là, aujourd'hui, ils ont décidé de doubler dans des groupes en particulier, qui sont du régulier. Ils ont doublé avec l'ensemble des mesures en français, en maths et en anglais, en première, deuxième, troisième, secondaire. Des groupes, et qui donnent un volet d'entraînement au niveau de la réussite. C'est assez incroyable ce qu'ils ont réussi à faire avec le même argent, mais en le travaillant autrement. Puis ça, des jeunes enseignants ont été soutenus ou supportés là-dedans, mais vous avez des exemples de ce qui peut être fait. Des exemples, il y a une vidéo là, qui dure 7-8 minutes là, de ce côté-là. Il y a un modèle d'organisation, vous allez le retrouver aussi dans Modèle de service pour favoriser l'intégration scolaire, un livre sous la gouverne de Nathalie Trépanier, qui est à l'Université de Montréal. Ça a été fait aux presses de l'Université du Québec, qui est, si j'interviens en classe, puis que j'ai des gens qui interviennent en classe, il y a un modèle qu'on sait qui est plus performant que d'autres, c'est que je dois avoir du service à l'extérieur de la classe, oui, pour certains élèves, du service en classe, pour le volet à l'intérieur de la classe, pour favoriser tout le volet du transfert, qui ne se fait pas tout seul, et un volet de soutien à l'enseignante ou soutien à l'enseignement, qu'on pourrait appeler aussi soutien à l'enseignement. Donc, d'ouvrir la classe, puis de travailler avec nos intervenants en collaboration, bien, vous pourrez voir qu'il y a des notions aussi au niveau de la collaboration. Je vais juste... un autre, il y a la dernière diapositive, celle-ci, à la fin. Au niveau des difficultés comportementales, je vous amène sur une autre piste qui est à regarder. Souvent, là, l'enseignant, ce qu'il va faire, c'est qu'on met des moyens, d'émulation, puis son moyen d'émulation, ça ne marche plus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Changer mon moyen d'émulation, ce qui est vrai. Il faut avoir de la nouveauté un peu. Mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre en dessous de ça. Puis ce que je vous propose à l'intérieur de ça, c'est un modèle pour réfléchir autrement sur regarder le comportement du jeune autrement. Il se passe des événements, le jeune a une perception, il y a une réaction qui s'installe, qui est apprise ou différentes manières, il réagit, puis on voit les conséquences de son geste. C'est ce qu'on voit. Où les gens mettent de l'emphase sur les conséquences. Ils voient le geste, puis pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui t'a pris? Puis là, tout notre système est bâti autour des conséquences. Ça n'apporte pas beaucoup de résultats. Ce qu'on vous propose, c'est qu'il y a des événements, on va agir sur la perception du jeune. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au moment où il voit la partie des événements pour être capable de gérer, lui, dans son contrôle, ce qui va sortir?
le volet de la réaction. Donc, notre intervention doit être sur la relation entre la perception et sa relation, et non pas sur le volet de la conséquence. Donc, on va travailler beaucoup sur comment il peut interpréter, puis il y a une petite stratégie qu'on vous propose, la stratégie du pourquoi. Quand j'ai une règle qui a été établie avec les gens dans le milieu, j'ai travaillé mes règles, j'ai travaillé les exemples des règles, fait que tu me décris ce que tu as fait. Ça prend 1 minute pour régler un problème. Je ne vous mens pas. Dis-moi ce que tu as fait. Ce qu'on demande aux jeunes, c'est de décrire les faits, les agir uniquement. Pas pourquoi, là. Dis-moi ce que tu as fait. Si j'ai frappé. 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est ça, c'est descriptif. Est-ce permis dans notre classe ou dans notre école? C'est-tu permis? La réponse, c'est oui ou non. On ne cherche pas beaucoup très, très loin. Pourquoi c'est pas permis? Voyez-vous, là, je travaille au niveau de la perception. Pourquoi c'est pas permis? C'est le lien entre ça et la règle sociale qu'on a pu mettre. Qu'est-ce qui aurait pu être fait à la place? Quel genre de réaction alternative j'aurais pu mettre en place? De là, l'importance d'en avoir entraîné. Puis quelle est la conséquence qui était prévue? Parce que oui, on a des conséquences des fois pour certains gestes qui étaient là. Puis on inscrit la réparation dans un petit cahier de suivi ou des choses comme ça par rapport à où on est, puis on ferme l'événement. Je ne travaille pas avec des fautes. Fait qu'il y a 2 jeunes qui se sont battus. Hein? Lui, il a créé des bêtises, puis l'autre l'a frappé. Fait que lui, créer des bêtises, on va régler qu'est-ce que tu as fait. Créer des bêtises, c'est-tu permis? Est-ce que c'est permis dans l'école? Non. Pourquoi c'est pas permis? Puis qu'est-ce qu'il y en est? Je vais le faire réfléchir là-dessus. Qu'est-ce que tu aurais pu faire à la place? L'autre a frappé. Pas savoir qui a commencé, moi, ça ne m'intéresse pas. Presque pas vrai, là, mais ça ne m'intéresse pas. Elle a frappé. Pourquoi c'est pas permis? Parce que mon intention, c'est de travailler sur un modèle d'intervention différent. Ça nous permet de travailler sans faute. Autrement dit, je ne cherche pas c'est qui le premier coupable. Je cherche au niveau du comportement, à faire réagir, puis à voir quelle est ma porte d'entrée qui est différente. C'est une stratégie du pourquoi qui nous permet, dans le fond, d'arriver. Voilà. Plan d'intervention, n'oubliez pas que c'est le volet de la collaboration, particulièrement des parents. Puis il y a un atelier, je pense, qui parle du lien avec les parents. Faire des alliés, c'est la partie qui est importante, parce que le plan d'intervention, au-delà de la structure légale, c'est de mettre en place des moyens. Ce qu'il faut juste lire par rapport au plan d'intervention, c'est qu'assurez-vous que les mesures mises en place, qu'on a jugées utiles et nécessaires, soient inscrites au plan d'intervention, puisque quand le jeune va passer à l'éducation des adultes ou va passer en formation professionnelle, les mêmes mesures vont pouvoir être poursuivies en formation professionnelle uniquement si il n'y a pas d'effet au niveau du marché de l'emploi, auquel cas il faut que je fasse une demande spécifique au ministère. Sinon, c'est l'école qui gère l'ensemble des mesures de la mise en place. C'est ça que dit le règle de sanction. Puis au niveau des études, de l'éducation des adultes, c'est la même chose. Ça a fait un survol rapide. Vous avez quelques diapositives, vous avez une porte d'entrée, mais ramassez des modèles pour être capable de vous dire, quand j'accompagne quelqu'un, je l'accompagne, mais j'ai des modèles de référence pour m'ancrer dans la réflexion que je peux amener, pour choisir la bonne piste, puis aider peut-être un jeune à réussir, puis de façon la plus sécure possible dans l'aménagement, un pas à la fois. Je vous remercie. Profitez-en bien de votre journée.